Bienvenue à tous, nous sommes dimanche et c'est le 10 février 2019 avec nous Ibaba Kamara, juriste enseignant qui va nous rejoindre tout à l'heure dans ce studio. Il est juriste à la faculté des sciences juridiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et Kadiali Diakité, journaliste, écrivain et consultant. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, cette semaine a été riche en événements avec le retour d'Abdoulaye Wade qui était parti, qui était en France, qui est rentré au Sénégal, accueilli dans les rues de Dakar triomphalement. Abdoulaye Wade a fait une déclaration. Il a appelé les électeurs à brûler les cartes d'électeurs et de s'opposer à la présidentielle de 2019, le 24 février prochain. Et Abdoulaye Wade, en allant aussi à Touba, s'est rétracté en soulignant qu'il n'appelle pas à la violence. Kadiali Diakité, vous êtes journaliste, écrivain et consultant. Quelle lecture faites-vous de cette sortie d'Abdoulaye Wade? Bonjour à tous les auditeurs de e-radio. Je suis très heureux de me retrouver dans vos studios pour parler de l'actualité politique du Sénégal. Pour parler de cette sortie de Abdoulaye Wade, ce ne serait pas quelque chose de surprenant quand on connaît un peu le fonctionnement politique d'Abdoulaye Wade et son fonctionnement médiatique surtout. C'est un homme qui est très catholique et également qui a une maîtrise extraordinaire du mental sénégalais dans le monde politique et qui sait mettre le doigt là où il faut pour attirer l'attention et pour en tout cas atteindre ses objectifs. Donc il ne faut pas que les gens s'émeuvent trop par rapport à ces déclarations qui, vous l'avez noté déjà, il a fait un recul. Et en fait, c'est un peu une des caractéristiques d'Abdoulaye Wade, comme on dit en Wolof, des mat di œuf. Donc, tout ça, c'est pour attirer l'attention et pour qu'il puisse faire passer son message. Parce que en matière de communication politique, c'est une bête noire. Oui, mais il a quand même énormément de jeunes qui sont avec lui. On a vu la foule qui l'a suivi, entraînant ses propos dans ces situations de campagne électorale. Est-ce que c'est pas quelque part hésiter à la violence? Oui, bon, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Vous savez, un peu, en étudiant de manière un peu plus détachée Abdoulaye Wade, vous savez que c'est un homme qui a, comme on dirait en Wolof, il a le charme de l'hyène. Et qu'il plaise ou non, qu'il attire ou non, mais dès qu'il sort, les foules sortent. Parce qu'il sait comment manipuler ces foules. Et il aime ça, il aime les bains de foule. Mais tous ceux qui sont autour de Wade pendant ces bains de foule ne l'écoutent pas vraiment. Ils sont plutôt attirés par l'image de l'homme. Ils sont attirés plutôt par le phénomène. Mais ils ne l'écoutent pas très bien. Ils ne l'écoutent pas, ils ne mesurent pas toujours ce qu'il dit. Bon, nous qui sommes de l'extérieur, qui l'observons, qui ont un esprit plus ou moins critique, nous pouvons avoir cette posture-là. Mais si nous rappelons aussi que Abdoulaye Wade, ce n'est pas la première fois qu'il dit des choses comme ça et qu'il revient là-dessus, mais on peut comprendre facilement que c'est de la communication politique. Bon, évidemment, ça c'est danger, parce que un message comme ça qui tombe dans la masse, des gens peuvent s'en approprier et l'utiliser de manière imprévisible. Bon, mais c'est pas. On espère que ce sert quand même des franges marginales de la population qui considèrent les messages de Wade comme tels. Bon, cela dit en passant, il ne faut pas aussi que sur le plan politique, qu'on saisisse toutes les déclarations des hommes politiques comme vraiment des choses qu'on peut considérer comme vraiment de l'argent comptant. Un homme politique, il reste ce qu'il est. Donc, moi, je pense que c'est vrai que il est un peu délicat de la part d'un homme comme Abdoulaye Wade, de sa trempe, quelqu'un qui a vécu dans la politique pendant plus de 40 ans, 26 ans d'opposition, 12 ans de pouvoir, et revenir dans l'opposition avec son âge et sa maturité, et qui continue encore à faire ce genre de choses. Bon, c'est un peu délicat, mais l'homme est comme ça.
Voilà. Et Baba Kamara, Abdoulaye Wade, sa déclaration, c'est une stratégie politique, communication politique, ou bien une volonté de bloquer le système électoral au Sénégal? Mais Alassane, merci d'abord, je m'excuse pour ce retard-là, mais pour dire simplement que le thème que vous venez d'aborder est d'une importance extrême. Mais en réalité, il n'y a pas de quoi fouetter un chat pour qui connaît Maître Abdoulaye Wade, n'est-ce pas? En fait, comme il a dit, en fait, il souffre le chaud et le froid, mais quand même, un tel discours, moi je considère que c'est un discours véritablement, en fait, comment dire, qui est trop fort, et j'allais même dire que Abdoulaye Wade est en train de faire feu de tout bois. Simplement ça. En fait, il se situe dans une posture même de pyromane à la limite. Mais concrètement, un tel discours, quel serait son impact au niveau donc de la société? Moi, je crois que c'est un discours éminemment politique. En fait, il l'a fait dans quelle perspective? Non pas justement de voir brûler toutes les cartes, etc. Mais il veut simplement, en fait, évaluer sa force et avoir des arguments pour pouvoir négocier avec le régime en place. Parce qu'il faut pas l'oublier. Ce qui le motive véritablement, c'est le destin donc de son fils. Maintenant, s'il sait qu'il est en bonne posture, s'il se rend compte que effectivement l'aura qu'il avait avant est toujours là, eh bien ceci constituera effectivement un bon fonds de commerce pour lui pour pouvoir négocier en fait avec le pouvoir en place. Mais concrètement, moi je dis que même si le discours est fort, et vous savez, c'est un vieux qui sait exactement ce qu'il fait, parce qu'un tel discours, un autre politicien l'aurait fait, il se retrouvait en prison, ipso facto, c'est clair. Mais lui, il sait que, en fait, il sait qu'il peut tout faire. Il peut absolument rien lui arriver parce que le régime à place saura que effectivement le fait de toucher en fait un homme donc de cet âge-là, eh bien si d'aventure il meurt entre leurs mains, mais ça peut être grave. C'est pourquoi il peut tout se permettre. Maintenant, le problème, c'est qu'il faudrait que le régime soit effectivement capable de bien le gérer, sinon, en fait, ça risque de connaître donc de graves conséquences. Oui, il n'a pas changé de position, Abdoulaye Wade. Il a rencontré hier Ousmane Sonko, on reviendra sur cette rencontre, qui est venu le voir, mais il dit toujours qu'il est dans la position de ne soutenir aucun candidat. Et ensuite, il veut que le processus électoral soit bloqué parce qu'il estime que son fils, Karim Wade, qui est là-bas au Qatar, doit participer à l'élection présidentielle. En fait, Abdoulaye Wade est un stratège politique et un ferré de communication. Moi, je dirais que il n'est pas réellement venu pour soutenir quelqu'un, sinon son fils. Comme l'a dit monsieur Ba. Monsieur Kamara, excusez-moi. Abdoulaye Wade n'est préoccupé que par son fils. Il veut lui-même, gérer le destin, l'avenir de son fils, au lieu de laisser ce dernier à décider de lui-même. Moi, je suis persuadé que si Abdoulaye Wade n'est pas là, je ne suis pas très sûr que, son fils, Karim Wade, descendrait encore dans l'arène politique. À moins qu'entre-temps, il ait été vraiment piqué par le virus de la politique. Mais je suis à peu près convaincu que, en l'absence d'Abdoulaye Wade, ou en tout cas dans l'abstention d'Abdoulaye Wade sur le terrain politique, son fils ne viendrait pas. Donc, ce qui fait, j'ai même l'impression que quelque part, Abdoulaye Wade, tel qu'il se comporte dans son parti, et tel qu'il s'est comporté au niveau de l'État sénégalais quand il dirigeait ce pays-là, il considère encore son parti comme son patrimoine et les membres de son parti comme les membres de sa famille. Tous les militants sont sa famille et les dirigeants de son parti sont ses enfants. Donc il a un esprit patrimonial sur son parti et je crois qu'il a le même esprit patrimonial. Il a eu le même esprit patrimonial sur l'État. Le Sénégal. Ce qui fait que, dans son raisonnement, on a l'impression qu'il fait abstraction de tous les autres Sénégalais, de tous les autres fils du Sénégal, au profit de son propre fils à lui, de toutes les autres familles du Sénégal au profit de sa propre famille. Je ne cherche pas à le blâmer, mais je me dis que
c'est sa mentalité, on n'y peut rien, il est comme ça. C'est un père de famille comment je pourrais le dire, c'est un hyper père de famille. C'est un hyper père de famille au carré, si vous voulez. Et ça, les gens peuvent même le percevoir comme une insulte à eux. D'autres pères de famille et d'autres fils du Sénégal peuvent le percevoir comme une insulte à eux. Mais ce n'est pas le cas. Mais il faut comprendre Abdoulaye Wade. Donc lui, c'est son fils. Et il veut que son fils suive son trajet à lui. Il n'a pas laissé la latitude à son fils de s'exprimer et de se réaliser par lui-même. Justement, parlons du fils. Il est le candidat du Parti démocratique sénégalais Karim 2019. Depuis pratiquement plus d'1 an, on nous dit que Karim arrive. Il vient. Ses militants attendent, ne va pas venir. Son père vient aujourd'hui peut-être pour mener le combat. Pour lui, au moment où cela coule douce au Qatar, quelqu'un a écrit aujourd'hui dans les réseaux sociaux que Samori Touré, à 12 ans, s'est constitué prisonnier pour libérer sa maman. Et Karim, à 95 ans, met son père sur la scène politique au Sénégal en se la coulant douce au Qatar. Non, en vérité, moi, que ce soit Karim ou bien son papa, je ne crois pas que le problème se trouve à leur niveau. Le problème se trouve au niveau même du PDS. Ils le savaient. Et pourtant, au sein du PDS, mais il y a des gens valeureux. Ils savaient depuis Mathusalem que quelle que soit la situation, Karim ne peut pas et ne pourra jamais participer donc aux élections présidentielles. Mais ce qui m'a posé problème, en fait, une fois même, on a eu à discuter sur la question, mais qu'est-ce qui motive les membres donc du PDS? Mais aujourd'hui, on en est à quel niveau? Au point où, en fait, c'était même prévisible, puisqu'il ne peut pas être là. Mais pourquoi ils sont restés dans l'expectative, en sachant que, étant un grand parti, normalement, ils devraient pouvoir participer, mais à cause, donc, de la candidature très incertaine, parce qu'ils le savaient depuis longtemps, c'est que, en fait, ils ont voulu jouer sur le terrain politique pour pouvoir remettre en cause nos dispositions judiciaires. Mais on sait que, in fine, ça n'a pas été possible. Mais ils le savaient longtemps, mais pourquoi pas, comme on dit avec le plan B? Mais il y avait énormément de possibilités. C'est en ce sens-là que je considère que la démarche de Maître Modibo Kenya mais est salutaire. Parce que ça, c'est responsable. Il me parle toujours, en fait, des liens patrimoniaux que Abdoulaye Wade aurait entretenus, en fait, avec le parti. Mais on est en politique. Le PDS, on ne peut pas, en fait, considérer le PDS, légalement, le PDS comme étant le patrimoine, en fait, de M. Abdoulaye Wade. C'est un parti politique et il y a des gens qui doivent discuter de manière démocratique. En fait, même si concrètement cela s'est toujours passé comme ça ne devrait pas se passer comme ça, ni au niveau du PDS, ni au niveau d'aucun autre parti. Il faut que les gens, les militants, sachent exactement, en fait, de quoi ils retournent, comment un parti politique devrait effectivement fonctionner. Parce que ce qu'on est en train d'assister là, mais quelqu'un, il a mis combien de temps? Il n'est pas venu au Sénégal? 2 ans? Hein? Mais son fils, depuis Mathusalem, on ne le voit pas, et on dit que oui, il faudrait qu'il vienne, etc. Il peut être candidat, mais ce n'est pas possible. Donc il fallait donc que les gens qui sont au sein donc du PDS, justement, réagissent en fait très tôt pour pouvoir au moins proposer quelque chose en fait, aux Sénégalais, une alternative. Et comme qui dirait, est-ce qu'il est venu pour soutenir en fait quelqu'un? Non, ce n'est pas ça sa véritable motivation. Comme j'ai dit tout à l'heure, il veut simplement avoir donc les moyens de pouvoir négocier en fait pour que son fils puisse effectivement revenir au Sénégal et pourquoi pas prétendre justement en fait participer en fait aux autres élections qui vont venir. Mais pour cette fois-ci, non. Et heureusement avec son discours là en fait véritablement pyromane, en fait il a mis de l'eau dans son vin. Mais tout ceci pour dire que il veut montrer qu'effectivement il est là. Et il doit, en fait, que le régime en place doit effectivement compter avec lui. Mais le problème qui se pose, est-ce que ce régime en place-là sera en mesure de faire face et de pouvoir, dialoguer politiquement avec Abdoulaye Wade? Mais est-ce que justement Abdoulaye Wade a les moyens politiques d'empêcher la tenue de la prochaine présidentielle? Je ne pense pas. Non. Pourquoi? Mais pendant qu'il disait ça, les gens
continue la campagne et la préparation du scrutin continue au niveau de l'administration et puis les populations suivent les candidats qui n'ont pas changé leur programme et qui ne l'ont pas écouté. Alors si vraiment il y avait des risques que ça puisse perturber véritablement les élections, on aurait vu déjà des signes avant-coureurs, mais tel n'est pas le cas. Donc et puis il faut pas s'attendre à ça, c'est pas possible. Tous les gens qui se sont investis, ils ne vont pas vraiment revenir sur leur décision pour les beaux yeux de Wade, excusez-moi du terme, mais en fait, ou bien pour les beaux yeux de son fils. Bon, mais quoi qu'on dise, Wade, il est là pour préparer le terrain pour son fils. Peut-être que lui-même, il est convaincu que ce ne serait pas possible cette fois-ci. Mais nous sommes dans une période d'intense activité politique. Et il avait besoin de ce prétexte-là pour venir se rappeler au monde politique sénégalais et aux populations sénégalaises. Abdoulaye Wade, il sait qu'il est encore populaire. En dehors même de ce que j'avais déjà décrit de sa personnalité en tant que quelqu'un qui avait le charme de l'hyène, le Baïrebouki, mais il sait aussi qu'il est dans le cœur des Sénégalais parce que il a laissé quelque chose aux Sénégalais qui ont fait que les Sénégalais se sont définitivement attachés à lui. Parce que dans le monde politique sénégalais aussi, les populations, les électeurs, ils ont des liens sentimentaux avec les leaders politiques. Bon, ce qui est plus ou moins contradictoire avec la gestion du pouvoir et avec les règles de la démocratie, mais c'est ainsi, on n'y peut rien. Les Sénégalais sont comme ça, ils tissent des liens affectifs avec les politiciens pour une raison ou pour une autre, on allait savoir, mais c'est un fait qui est là, qui existe. Donc, et ces liens affectifs existent bel et bien, et jusqu'à aujourd'hui, entre Wade et les populations, pour la bonne raison que Wade a été longtemps une idole politique pendant son opposition, et pendant tout le temps, il a pu mobiliser les gens, les foules, et c'est lui qui a initié les marches bleues avec l'idée peut-être géniale venue de ses partenaires de l'époque. On cite une personne que je ne suis pas sûr même que c'est cette personne-là qui a été à l'origine de ces marches bleues. Mais en fait, c'est un sujet à discussion. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais alors il a développé des techniques qui accrochent jusqu'à présent et qui sont même utilisés par des hommes politiques d'aujourd'hui pour pouvoir compenser certaines faiblesses et avoir le moins de pouvoir communiquer et d'être visible sur la scène politique. Donc, et ensuite, quand il est arrivé au pouvoir, et il a réalisé des choses inédites au Sénégal. En 40 ans de pouvoir du Parti socialiste, on n'avait jamais vu d'autoroute ou d'échangeurs ou certains immeubles au Sénégal, ou en tout cas certaines infrastructures de dernière génération au Sénégal. Lui, il l'a fait. Peut-être que même il a mal fait à certains endroits ou moins bien fait à d'autres endroits parce que certaines ont été faites. Mais il a fait bouger les choses. Dans la précipitation, ou en tout cas parce qu'il fallait tout de suite montrer quelque chose aux Sénégalais. Mais il a fait bouger les choses. Donc il a montré la voie. Et ça, c'est resté dans le cœur des Sénégalais. Et ce qui fait que aujourd'hui, Wade, on ne peut pas l'enlever de l'esprit des Sénégalais. Et la preuve quand je disais qu'il a un esprit patrimonial, et quand il arrivait à l'aéroport de Blaise Diagne, il a dit: je suis très fier d'atterrir dans mon aéroport. Entre guillemets, mon aéroport. Mais l'aéroport, c'est pas son aéroport, c'est l'aéroport du Sénégal et des Sénégalais. Donc, voyons un peu le mental de monsieur Wade. Et quand il le dit aussi, c'est pas forcément parce que c'est son aéroport, mais il veut montrer que l'aéroport là est son idée et c'est lui qui l'a commencé. Et vraiment, il veut encore renforcer ces liens affectifs qu'il y a entre lui et les populations. Je vous ai dit, c'est une bête politique. C'est un stratège de la communication politique. Et il n'est pas... Peut-être qu'il est vieux physiquement, il est fatigué physiquement, mais son esprit est très alerte et il sait ce qu'il fait. Vous disiez tantôt que les positions d'Ablaye, ce sont des positions de négociation. On a vu hier Ablaye de recevoir Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui se considère comme étant anti-système, qui est parti rencontrer Ablaye, discuter avec lui. Pas d'alliance, dit-il, mais convergence de vues par rapport au processus électoral. Quelle lecture peut-on faire de cette rencontre? Non, en réalité, c'est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait exactement par rapport à cette élection-là, ce que représente M. Sonko. Il incarne carrément la jeunesse. Et là, en fait, il y a effectivement une masse derrière lui. Mais en vérité,
d'aucuns penseraient que Sonko pourrait utiliser Maître Wade. Mais en réalité, c'est Maître Wade qui va l'utiliser. Parce qu'il est en train de vouloir s'armer. En fait, c'est pourquoi, tout à l'heure, lorsque je parlais, Alassane, donc, de la capacité, donc, du pouvoir à faire face, non, ce n'est pas anodin. Parce qu'il suffit que le régime en place fasse la moindre erreur pour que cela soit mis, en fait, sur le compte de Abdoulaye. Il est en train, donc, de voir, en fait, par quels moyens il doit passer pour gêner le régime en place. Et il va y arriver. Et, en fait, il a déjà vu Sonko, mais, normalement, aujourd'hui, on s'attendait à quoi? À ce qu'ils disent, messieurs, mesdames, donc, du PDS, soutenez-moi, ce jeune-là, en fait, et je lis, en fait, et je vois à travers lui mon fils. Donc, soutenez-le. Mais il n'a fait rien. Et je ne suis pas sûr qu'il fera quelque chose, en fait, du genre, parce que lui, comme il a dit, il ne voit que lui. Il ne voit que sa famille, il ne voit que son fils. Mais vous disiez tantôt qu'il va utiliser Ousmane Sonko. Comment il va l'utiliser? Non, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut faire? Non, ce qu'il veut faire, c'est quoi? Sonko est là, il saura que demain, lorsqu'il appellera Sonko, par exemple, lorsqu'il donnera un mot d'ordre pour justement faire des manifestations, tout ça, pour un tout petit peu apporter des perturbations par rapport en fait aux élections, avec ce que Sonko en fait incarne, représente, eh bien, il pourrait effectivement y arriver. C'est vrai que il a toujours donc cette masse-là, qui lui est toujours fidèle, mais il sait que ça ne suffit pas. Il est en train d'engager et il va encore voir d'autres personnes. Pourquoi? Pour cristalliser toutes les autres forces de l'opposition pour pouvoir faire face. C'est ça, c'est sa seule motivation. Il sait que s'il, en fait, si demain, en fait, il incarne, parce que c'est ça sa véritable vision. Est-ce que je peux toujours incarner l'opposition comme je l'ai toujours incarné depuis donc les années 74? Mais est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, il peut le faire, oui ou non? Et la réponse est non. Il ne peut pas le faire parce que s'il le croit, c'est parce que justement, en fait, le fait qu'il ait quitté le régime, en fait, il s'est pas encore remis donc d'une telle situation. Mais j'ai dit, ce n'est plus possible pour lui, en fait, d'incarner donc parce que d'ailleurs, les plus fidèles parmi les fidèles, lorsqu'on m'aurait dit que après Modiké, après Decroix, mais il reste quoi finalement? Mais rien, lui, il devrait au moins faire une étude en fait introspective pour savoir que en fait ce qu'il pouvait faire hier, il peut plus le faire. Maintenant les données ont changé et maintenant est-ce qu'il peut manipuler pour répondre à votre question, est-ce qu'il peut manipuler Sonko? Je ne crois pas, parce que derrière Sonko également il y a des gens très avertis. C'est ça le problème. Maintenant et ce qui est bizarre, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement au niveau donc de son parti? Et pas des autres, mais au sein de son parti. Qu'est-ce qui reste là-bas? Il faudrait qu'il fasse le bilan. Oui. Mais si Abdoulaye Wade est revenu 7 ans après avoir été saché des pouvoirs dans les conditions dans lesquelles il est parti, qu'il revient au Sénégal, qu'il mobilise autant, qu'il cristallise autant l'opinion publique sénégalaise sur sa personne et sur ses manœuvres, est-ce que c'est pas globalement l'échec de la classe politique sénégalaise, de façon globale, aussi bien du pouvoir que de l'opposition? Excellente question. De mon point de vue, je ne pense pas qu'il fasse parler d'échec de la classe politique actuelle. Si on se réfère à un peu la sociologie politique sénégalaise, on se rendra compte bien vite que c'est non. Pourquoi? Partons de l'époque du passage de la colonisation à l'indépendance. Quand on est devenu indépendant, il n'était pas rare, peut-être que vous êtes encore jeune, il n'était pas rare de voir certains de nos papas ou de nos grands-pères dire « Ah, si c'était l'époque de Toubab ». Et pourtant, c'était des citoyens sénégalais qui étaient maintenant au pouvoir pour les Sénégalais, qui étaient censés être vraiment capables de satisfaire les besoins, en tout cas, de créer les conditions de sécurité et de sérénité des populations. Mais quand, pendant les indépendances, il y a des vieux qui regrettent déjà l'époque coloniale, ouais. Il y a des questions qu'il faut se poser. C'est révélateur. Bon, je vous dis un peu, j'essaie de vous décrire une mentalité. Je ne peux pas entrer dans le pourquoi parce que ce serait un peu creusé sociologiquement et c'est très profond. Et je n'étais pas préparé à ça pour venir débattre de ce sujet et ça pourrait être long, ça pourrait nous sortir un peu du cadre dans lequel nous nous trouvons. Mais j'essaie de vous décrire une mentalité qui a existé depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui. Et quand Senghor est parti, Diouf est venu. Est-ce que vous vous souvenez que beaucoup de gens ont regretté Senghor?
Et quand Diouf est parti, Abdoulaye Wade est venu. On a fait de même pour Diouf, entre Diouf et Wade. Quand Macky est venu, c'est la même chose qui se passe entre Wade et Macky. Ça, c'est la mentalité des Sénégalais. Est-ce que c'est une mentalité des Sénégalais qui aiment les perdants? Est-ce que c'est une mentalité... Non, ce n'est pas une question d'aimer les perdants. C'est la nostalgie. C'est la nostalgie et c'est aussi l'absence de perspective des Sénégalais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette culture... Quand ils sont déçus du présent, de se pointer dans l'avenir comme tu le dis, mais ils reviennent au passé. Et c'est ça, c'est vraiment une culture qu'il faut peut-être installer au Sénégal, et tant d'autres cultures aussi, pour montrer aux Sénégalais que en fait, le développement et l'évolution du Sénégal, l'émergence du Sénégal ne doit pas seulement dépendre de l'image des personnes, mais de l'action de ces personnes-là et des actions continues ou qui se complètent et qui permettent d'avancer et de faire des avancées dans le développement et pour nous sortir. Moi, je dis souvent qu'on n'est pas encore dans le développement, on est en train encore de se battre contre la pauvreté et le dénuement. Bon, enfin, voilà un peu cette mentalité qui fait que jusqu'à présent, quelqu'un comme Wade, hormis tout ce qu'on a déjà dit de lui, en tant qu'animal politique et bête de la communication politique, donc tout cela réuni font que les gens ne peuvent pas facilement oublier Wade. Mais Alassane, oui, camarade, c'est cette question-là. Non, mais c'est extraordinaire parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est une question éminemment pertinente, parce que vous savez, depuis qu'il a été opposant, il a toujours obtenu tout ce qu'il voulait à Abdoulaye Wade. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez posé la question, est-ce qu'il s'agit donc d'un échec de la classe politique? C'est ça le problème. Moi, je suis tenté de répondre, mais oui. Aujourd'hui, surtout par rapport à l'opposition, est-ce que l'opposition a effectivement les arguments pour pouvoir faire au régime à place, pour pouvoir faire face au régime à place? J'en doute. Pourquoi? Mais depuis qu'on parle de référendum, la majorité a dit non. On a fait. En fait, on nous impose quoi encore? La loi sur le parrainage. Sur le parrainage. Ils ont dit non. Et pourtant, aujourd'hui, on y. Mais finalement, on se poserait la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition a les moyens, mais pour faire prospérer, en fait, ses arguments contre ceux donc du pouvoir en fait du régime en place. Et c'est là où je voudrais rebondir. Si vous parlez d'arguments, vous parlez d'assises populaires. Mais c'est ça le problème. Avoir des rapports de force. Mais parce qu'en vérité, politiquement, il ne pouvait s'agir que de ça. Abdoulaye Wade, lorsqu'il avait besoin de quelque chose, il a poussé en fait, Abdou Diouf à se désespérer et il a obtenu gain de cause au point même d'entrer de partager le pouvoir avec le régime. Parce qu'il savait mobiliser la politique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec les partis politiques aujourd'hui? Mais je dis, mais attends, mais est-ce qu'on a des partis politiques ou bien on a seulement que des hommes? Si on n'est pas capable de faire prospérer, en fait, ce que l'on veut, c'est parce qu'on a échoué quelque part. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, cette situation aujourd'hui qui fait qu'il n'y a pas de rapport de force comme avant, montre aujourd'hui, comme je l'avais dit tout à l'heure, la faillite des partis politiques en tant que partis qui puissent mobiliser. Aujourd'hui, c'est des personnes qui sont mises en avant au lieu des partis politiques. Et mais si on regarde bien aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui ce sont les hommes qu'on met en avant, et parmi ceux qui sont dans la classe politique aujourd'hui, peu ont le charisme d'Abdoulaye Wade. Voilà, c'est là où je voulais en venir. J'ai dit que ce sont des hommes, mais ce sont des hommes qui ne sont pas de la trempe d'Abdoulaye Wade. C'est comme ça, parce qu'Abdoulaye Wade est un peu particulier quand même, quoi qu'on dise, et c'est pourquoi il se gargarise de cette situation lui-même. En fait, et le rapport de force sur le terrain? Le rapport de force de terrain, je voulais rebondir sur les propos de Monsieur Camara qui disait tantôt que Wade risque de réussir ce qu'il est venu faire en mettant le pouvoir à défaut, c'est-à-dire en le poussant à la faute. Et je ne suis pas tout à fait sûr parce que n'oubliez pas que un maître peut souvent être plus fort que l'élève peut souvent être plus fort que le maître. Et la preuve. En 2012, Wade lui-même s'est posé la question par où il est passé ce garçon. Ça, c'est une réaction. Vous pensez que Macky Sall a bien appris des leçons? Oui, c'était une réaction. Cette réaction de Wade a échappé peut-être à beaucoup de gens, mais c'est une réaction qui dit tout de ce qui s'est passé dans l'esprit de Wade.
fan la ma jaaree. Vous voyez? Alors, donc, Macky Sall, pour ne pas le nommer, n'est pas un élève qui n'a pas appris de Wade. Il a beaucoup appris de Wade, et c'est pourquoi, comme pour revenir à ce que vous, Monsieur Camara, disiez tout à l'heure, il a su maîtriser le terrain politique au point de pouvoir faire ce qu'il veut politiquement. Et il l'a fait. Et on est à ce niveau-là aujourd'hui. Et il a réussi aussi quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas réussi, et même Wade n'avait pas réussi, c'est de maintenir une coalition pendant pendant toute la durée d'un mandat. 7 ans. Ça, c'est un extraordinaire exploit. Et c'est pas donné à n'importe quel homme politique sénégalais de faire ça. Est-ce que le maintien, justement, de cette coalition aujourd'hui n'est pas la conséquence de la faillite des partis politiques, ou bien des personnes viennent plus pour s'accrocher au pouvoir, se partager des prébendes qu'autre chose? Mais Alassane, il n'y a que ça. Mais en fait, et vous allez être surpris. Parce que, pour voir, est-ce que c'est ce qui ont rallié, entre guillemets, mais est-ce que c'est une masse? Est-ce que c'est un parti? Ou bien ce sont des individualités? Et je suis tenté de le croire. Lorsqu'on n'est pas capable de faire une manifestation pour perturber un tout petit peu, pour faire, plier le pouvoir en place, non, croyez-moi, si on en rejoint, c'est parce que simplement on est seul, avec quelques... Et aujourd'hui, on a assisté à quoi? À l'éclatement de beaucoup de partis. Vous l'avez constaté? Tous ceux qui ont rejoint, il y a toujours en fait une partie qui est restée dehors et qui évolue donc au niveau de l'opposition. C'est pourquoi aujourd'hui, est-ce que, et c'est là la pertinence de votre en fait interpellation, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut parler réellement de militarisme au niveau donc des partis politiques? Est-ce que les partis politiques ont effectivement donc je ne crois pas. Et pour rebondir par rapport à Abdoulaye Wade, il ne résignait même pas à aller en prison. Mais aujourd'hui, parmi tous ces 10 opposants-là, mais on les garde même un jour. Mais attendez, parce que la prison, c'est vrai que nous sommes secs. Mais c'est qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Quand on est opposant, il faudrait savoir exactement sa mission, connaître, en fait, savoir effectivement les sacrifices, en fait, qu'il faudrait consentir, etc. Mais si on veut faire de l'opposition de salon, on n'y arrivera pas. Opposition caviar. Oui, caviar, attendez, mais non. Et le régime en place là, il ne cédera pas d'un pouce. Il va tout faire pour avoir en fait ce qu'il veut. Maintenant, c'est à eux de décider en fait quels sont les moyens à utiliser pour en fait faire plier le pouvoir par rapport à leur desiderata. Kanyeli, est-ce qu'on n'a pas le même phénomène aussi dans l'opposition, parce qu'on a vu certains régions de pouvoir, peut-être qu'ils pèsent pas beaucoup lourd. On a vu aussi d'autres leaders, entre guillemets, incapables de se faire élire député, ou bien qui sont élus par le plus fort reste, rejoindre l'opposition. Oui, vous savez, ceux qui rejoignent l'opposition ou le pouvoir dans ce contexte actuel des élections, ce ne sont que des porteurs d'OPA, en fait, ce que j'appelle offre publique d'alliance, pour pouvoir se positionner en cas de partage de prébendes au sein du pouvoir. Et dans la majeure partie des cas, ils n'ont pas vraiment le poids politique qu'ils revendiquent, et ils n'ont pas également la capacité de mobilisation qu'ils revendiquent. Sinon, ils ne se laisseraient pas noyer dans certaines alliances. Ils n'auraient pas peut-être aussi échoué au niveau de la députation. Non, je veux dire du parrainage, c'est ce que je veux dire. Alors, parce que quelque part, ce parrainage-là aussi, il faut le reconnaître, ça a permis de tamiser un peu la classe politique. Même si il a ses imperfections, comme toute activité qu'on expérimente, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Le parrainage en soi est une excellente chose pour le Sénégal, et pour assainir un peu le paysage politique sénégalais, qui est complètement inondé par des partis politiques qui sont, comme diraient certains, des partis politiques cabine téléphonique. Est-ce que vous voyez? Et tout ça est dû au fait que
dans notre pays, jusqu'à présent, la politique est fondée sur le clientélisme. Et c'est ce clientélisme-là qui fausse tous les débats. Et qui font qu'aujourd'hui, on est dans une florilège de partis politiques, ou en tout cas de mouvements de soutien, ou de partis dissidents de certaines grosses machines, comme les anciens partis traditionnels qui ont longtemps été les protagonistes principaux qu'on a connus sur le paysage politique sénégalais. Si vous regardez d'ailleurs, la plupart des partis politiques sont des dissidents ou des dissidents de premier degré ou de deuxième ou de troisième ou même de quatrième degré de ces anciens dinosaures de la classe politique sénégalaise. Donc voilà un peu ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment lire correctement, que ce soit du côté de l'opposition ou du côté du pouvoir, lire correctement un peu les mouvements et leur consistance et ensuite leur capacité à faire quoi que ce soit. C'est très difficile. Et ce qui fait qu'il est toujours bon de trouver encore d'autres leviers pour davantage tamiser, en dehors même du parrainage. Parce que le parrainage, là, on s'oriente vers les élections. Mais il faut trouver d'autres leviers. Moi, je me dis que quelque part, on a commis l'erreur avec l'avènement de Abdou Diouf. La manière dont Abdou Diouf est arrivé au pouvoir laissait un peu dubitatif. Et ce qui fait que lui-même, il avait besoin d'asseoir sa légitimité. Et il a ouvert les vannes. Il a ouvert les vannes. Et pour pouvoir vraiment asseoir son pouvoir. Et en ouvrant les vannes, il a tellement ouvert que finalement, c'est devenu l'indiscipline totale. C'est ça. Moi, je dis qu'au Sénégal, je le dis souvent, au Sénégal, on a toujours tendance à confondre démocratie et anarchie, liberté et indiscipline. Et dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la politique, mais c'est dans tous les autres domaines. Donc, pour en revenir au domaine de la politique, donc cette grande ouverture des années 80 sous Diouf est vraiment le terreau qui a permis d'arriver à ce stade où on a eu besoin d'un parrainage pour tamiser un peu. Mais en plus du parrainage, il faudrait qu'on cherche encore d'autres leviers. Après ces élections, qu'on cherche encore d'autres leviers pour davantage assainir. Parce qu'un petit pays comme le Sénégal, même si aujourd'hui on est à peu près à 15 millions d'habitants, c'est quand même farfelu. C'est vraiment très bizarre qu'on ait plus de 300 partis politiques. Et bien des partis politiques qui sont même pas visibles au final. C'est ce qui nous permet d'aller sur cette question-là. Mais vous et moi, on en a déjà parlé une fois. Mais le problème, c'est que même avant le parrainage, on pouvait même ne pas passer par le parrainage. Il y a des dispositions légales pour pouvoir effectivement limiter. Mais vous savez, en fait, les partis politiques là, par rapport à leur formation, il y a des droits et des obligations. Mais il suffit simplement que l'autorité veille. Mais vous savez que chaque année, normalement, on doit déposer un bilan financier des partis. Mais c'est ça le problème. Mais des partis politiques qui ne font jamais d'AG. Mais ce n'est pas possible. Qui ne déposent jamais donc leur... Mais d'où le manque de visibilité dont je parlais tout à l'heure. Ils ne sont pas visibles. En fait, je ne sais pas si... C'est l'autorité qui ne fait pas son travail. Merci beaucoup. C'est là où je voulais en venir. Ils ne sont pas visibles, non seulement du point de vue des populations, mais sur le plan administratif, ils ne sont pas visibles non plus. Mais si vous ne faites pas, en fait, si vous n'exécutez pas correctement vos obligations, l'autorité a la possibilité, mais carrément, de vous supprimer. Oui. Mais l'autorité ne fait rien, comme si une telle situation, donc, a fait l'arranger. Oui, c'est ça le problème. Ça m'arrange parce que c'est pour cela qu'on va parler des alliances. Nous sommes à 2 semaines de la présidentielle. Quelles sont les alliances qui pourront se nouer dans l'opposition et dans le pouvoir pour déterminer le scrutin du 24? Ah, intéressant. Et là, Alassane, est-ce que vous voyez en fait l'armoire-là? En fait, les gens, au niveau de l'opposition, ils sont en train de se faire la guerre. Avec elle, ils disent non, il faut choisir celui qui est plus expérimenté. Même lorsque je veux rallier mon ami, je dis en fait pour les raisons déterminantes, je dis non, il est le plus expérimenté, il est le plus jeune, etc. Mais pour dire simplement qu'au lieu donc de se coaliser pour, comme on l'a toujours fait, battre celui-là qui est en face, ils sont en train donc de s'entre-déchirer. C'est pas normal. Mais en toute cause, le pouvoir en place avec les moyens qu'il a. Hein? Et là, il a débauché, il ne cessera jamais de débaucher. Comme nous avons dit, en fait, lorsque on a donc la tête donc de proue
deux mouvements, c'est comme si on a tout le mouvement. Et là, le régime en place ne régigne pas par rapport à ça. Maintenant, par rapport à l'opposition, c'est à ce niveau-là que l'opposition, donc les partis d'opposition là, doivent être véritablement, en fait, stratèges. En quoi faisant? Aujourd'hui, ils sont 4. Mais ils étaient combien? 27. Maintenant, comment va-t-on, en fait, une partie, c'est sûr, ira là-bas. Mais il y a une partie toujours qui restera dans l'opposition. Ils feront en sorte au moins de se retrouver au moins avec 3 candidats, mais pour simplement que ceux qui peuvent aller ensemble aillent ensemble, et ça dépendra donc des critères qu'on va déterminer pour ça. Mais je considère jusqu'à ce jour que l'opposition est toujours en train de se chercher. Et si l'opposition ne parvient pas à trouver donc le bon système pour aller à l'élection, c'est sûr que ça serait en fait au crédit du régime en place. Donc c'est-à-dire que les élections dépendront, quant à leur finalité, donc des postures de l'opposition. Le 20 prochain, la Cour de la CEDEAO doit dire, dans le fond, ce qu'elle décide par rapport à l'affaire Khalifa Sall. Khalifa a été débouté déjà de ses prétentions pour faire bloquer le processus électoral, comme il avait déposé. Karim Wade, même chose, le 20 aussi, prochain, la Cour de la CEDEAO doit dire aussi s'il a été écarté injustement ou pas de la prochaine présidentielle. Est-ce qu'une décision de cette Cour de la CEDEAO peut avoir des conséquences juridiques ou pas? Conséquences juridiques sur quoi? Sur le processus électoral. Je ne comprends pas. Ce scrutin-là ne peut pas être remis en cause par aucune loi concernant ces deux cas. De mon point de vue, je suis pas juriste et je ne sais pas trop si j'ai dit du n'importe quoi, mais je ne suis pas sûr que en tout cas, une décision judiciaire venant de quelque juridiction que ce soit puisse être capable de remettre en cause le processus de vote qui est en cours. Peut-être il peut amener les gens à dire comment il faut remettre telle ou telle personne dans ses droits par rapport à ceci ou cela. Mais remettre une personne dans ses droits ne veut pas dire qu'il faut forcément remettre en cause le processus électoral. Je ne pense pas. Je suis pas. Peut-être qu'il faut poser la question aux juristes comme Monsieur Camara pour qu'il. Oui, mais déjà on a vu les conséquences de la première action de la CEDEAO, c'est que Khalifa Sall a décidé de soutenir Idrissa Seck. Oui, ça c'est le politique. Dans un sens où aussi il sera peut-être dit qu'il ne peut pas bloquer le scrutin. Est-ce qu'il peut apporter un soutien à un des candidats? Oui, mais sera dans la même logique dans laquelle il était. De toute façon, il y a une chose qui peut être sûre, que Khalifa Sall ou Karim donnent des consignes de vote ou pas. Il est clair que des partisans de ces deux personnes seront peut-être allés en bloc vers quelques camps, où ils iront séparément, c'est sûr. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, au Sénégal, les citoyens sénégalais, même les militants, et encore plus les électeurs, ont une forte tendance à s'émanciper des hommes politiques. Et cela, grâce aux nombreuses expériences électorales que nous avons vécues, aux nombreuses sollicitations dont ils ont fait l'objet et desquelles ils ont tiré des leçons de la part des politiciens, et grâce également au flot d'informations qu'ils reçoivent à travers les médias et surtout les réseaux sociaux. Les gens ont commencé à avoir une autre culture, un autre comportement, une autre vision des choses. Donc on ne peut pas prévoir du comportement de l'électeur une fois qu'il est isolé dans l'isoloir, pour ne pas faire de donc vous voyez. Alors donc même nous ici nous pouvons spéculer, analyser sociologiquement, psychologiquement le comportement des personnes, mais rien ne nous dit que tout ce que nous disons ça va être pris en compte par l'électeur une fois qu'il est dans l'isoloir avec ses cartes en main. Bon, aujourd'hui nous savons en tout cas que nous sommes à un stade où je pourrais même dire que les citoyens, d'une manière générale, les militants et les électeurs de manière particulière, sont plus ou moins en avance sur la classe politique ou même sur certains observateurs que nous prétendons être. Donc, attendons de voir
comment le scrutin va se dérouler. Toutes ces alliances qui sont en train de se nouer avec les têtes de proue des mouvements et des partis, ou en tout cas des groupes, des groupuscules, ça nous donne une idée de ce qui pourrait se passer, mais ce n'est pas l'exacte mesure de ce qui va se passer. Donc il faut faire attention, il faut faire beaucoup attention, et autant dans les temps on savait avec certitude que avec plus ou moins de certitude, je voudrais dire plutôt pour être plus prudent, que l'électeur, quand il est dans l'urne, il a deux idées en tête. Et soutenir le pouvoir ou abattre le pouvoir. Donc son raisonnement, c'est sur ces deux flancs. Mais il raisonne pas par rapport au programme qui lui sont proposés. Au Sénégal, on n'a pas évolué suivant, on n'a pas cette culture des programmes des partis politiques. Donc le vote, il est affectif. Et c'est pourquoi je disais que c'est paradoxal par rapport aux règles de gestion d'un État et aux règles de la démocratie. Parce que en démocratie et en gestion d'État, il n'y a pas de sentiment. C'est clair. Mais dès lors que le sentiment arrive, ça force un peu les choses. Donc, les gens ont toujours raisonné comme ça à une certaine époque. Est-ce que ce raisonnement va persister encore de nos jours? Point d'interrogation. Plus maintenant, les éléments nouveaux que j'ai cités. Khadim Bamba Diagne a fait un livre pour analyser un peu le vote des Sénégalais de l'indépendance en 2016. Il a conclu que le vote des Sénégalais n'est pas sincère. Au fond. Non, moi je n'irai pas jusqu'à dire ça. Je n'irai pas jusqu'à dire ça parce que si on analyse tous les paramètres, toutes les variantes, on peut se rendre compte que il est sincère. Enfin, le Sénégalais, il est sincère quand il fait quelque chose. Quand il est dans l'urne, il est vraiment sincère. Il y croit malgré que des fois on achète des consciences. Avec des espèces sonnantes et trébuchantes, on achète des votes, mais même ces votes qui sont achetés, ils sont sincères parce que si tu acceptes qu'on t'achète, tu es sincère. Oui. Et cette élection, non, en vérité, c'est sûr que, en fait, il l'a déjà dit, en fait, à propos de Khalifa. Il dit que maintenant, puisque il est sûr qu'il ne peut plus participer, en fait, aux élections, en fait, il a donné, en fait, la consigne consistant en fait, à ce qu'on ait avec, comment dire, l'autre. Et le bon gars là, le bourg là, lui là, il est en train, donc, de gonfler. Oui, carrément, mais au point où est-ce qu'on ne n'est pas en fait dans une situation où on devrait arbitrer entre le pouvoir en place, il dit et comment dire, l'autre comment s'appelle Sonko. Oui. Mais parce que là, effectivement, lorsqu'on parlera demain de ballottage, c'est sûr que ça se passera entre donc ces trois-là. Mais nous disons par rapport en fait aux élections, comme vous l'avez dit, les mots d'ordre là, moi, je n'y crois pas beaucoup. Le Sénégalais, il vote en âme et conscience. En fait, c'est vrai qu'il peut bien entendre les discours, etc. Lorsqu'il y a une manifestation, tout le monde en fait y va. Lorsque aujourd'hui il y a comment dire l'un des candidats qui appelle ici, il termine, l'autre appelle ici, on retrouve donc les mêmes personnes. Et il faut retenir une chose. Il faut retenir une chose avant que l'émission prenne fin, parce que j'entends déjà en fond sonore l'éducatif qui s'en va. Alors, je voudrais dire aussi que la plupart de ces alliances, ou en tout cas de ces supposés gros morceaux qui sont en train de naviguer, c'est facile. C'est un peu pour taper sur la psychologie des gens, pour les influencer. Mais je dis, l'électeur n'est pas influençable. Non. Une fois qu'il est dans l'urne, il est seul. En âme et conscience, il vote. On a beau essayer de le sensibiliser, de le manipuler sur le plan des alliances et de dire tel est en train de grossir ou non, tel est en train de faiblir, en pensant que en fonction du faiblissement, il va dire bon, si tout le monde va par là, je fais du rirando, je vais là où tout le monde va, ou bien là où tout le monde ne va pas, je me méfie. Non, l'électeur ne se comporte pas comme ça.
Il faut se leurrer. L'analyste a fait un peu ce fondé que le lecteur sénégalais, c'est un gros point d'interrogation. Merci infiniment à Kadiali Diakhité, qui est journaliste, écrivain et consultant. Merci Ibabari Kamara, juriste enseignant à la faculté des sciences juridiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À la technique, Aliou Ndiassé, aux caméras, Sélé et Sec. Merci d'avoir été avec nous dans ce studio de e-radio. Merci à tous et bon dimanche à tous. La radio qui irradie. J'ai beaucoup aimé.